On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On reçoit dans quelques instants des membres du conseil d'administration du club d'expression Toastmaster. Pour les gens qui veulent s'exprimer en public, avoir du leadership également. On va parler des activités à venir. Il y a un brunch, porte ouverte également à la fin du mois. Mais d'abord, il est écrivain. Il habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années maintenant. Il est évidemment auteur de plusieurs dizaines et dizaines de livres et il nous présente son dernier roman. C'est une trilogie et ce roman s'appelle « À vie ». Il est l'auteur d'une quarantaine de livres. Il est écrivain, romancier, essayiste. On l'avait d'ailleurs reçu quelques semaines avant les fêtes parce qu'il était détenteur d'un prix à la dernière soirée Essar organisée dans la région. Il est aussi donc un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques années déjà. Il s'agit de Pierre Ouellette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Et là, on assiste au cours de cette semaine donc au lancement de votre dernier bébé, votre dernier ouvrage, le roman « À vie ». Que j'ai ici entre les mains, tout chaud, tout prêt, tout neuf. Expliquez-nous un peu, parce que ça fait partie aussi d'une suite d'autres romans que vous avez publiés ces dernières années. Voilà, il s'agit d'un triptyque, ou d'une trilogie, si vous voulez, qui s'appelle le cycle de la grande enfance. La grande enfance, c'est un peu l'enfance continuée par-delà l'enfance, c'est-à-dire essayer de garder le même principe qu'il y a durant tout notre jeune âge, qui est d'imaginer notre avenir, de le rêver même, de le fabuler, de l'halluciner presque. Et donc, rester un peu dans cette espèce d'âge des passions, et non pas d'âge de la raison, comme on dit. Et donc, mes héros, dans ce roman, ont entre 20 et 23 ans. Ceux du roman précédent avaient entre 16 et 18 ans, et du tout premier, entre 11 et 12 ans. Donc, c'est vraiment le cycle de cette grande enfance, d'enfance tardive ou d'enfance prolongée, qui ronge sur l'âge adulte parce qu'ils veulent maintenir cette espèce de principe d'espoir qui sous-tend la petite enfance, ce mélange de l'imaginaire et du réel. Et c'est un peu ma propre histoire, mais multipliée par le nombre de personnages qu'on y trouve. Mon enfance à moi s'est déroulée dans les années 60 et 70. Donc, c'est des années de grands bouleversements où l'histoire a été bouleversée à la fois sur le plan des mœurs, sur le plan religieux, avec la Révolution tranquille, bien sûr, et l'émancipation du catholicisme, et sur le plan politique aussi, avec l'avènement de la social-démocratie, du nationalisme, etc. Donc, c'est une période qui a vécu aussi, d'une certaine manière, sa grande enfance. C'est comme si le Québec avait continué de vivre à l'âge des passions, avant peut-être de retomber dans une sorte de principe de réalité qui est peut-être le nôtre aujourd'hui, où tout est rationalisé. Il y avait quelque chose comme une folie ambiante que dont mes personnages sont imprégnés, qu'ils ont épousé de près et qui ont vécu un peu ce que tout le monde a ressenti plus ou moins au cours de cette période. Et ces personnages, qui sont soit plus vieux ou plus jeunes, selon évidemment le roman, ce sont toujours les mêmes personnages qui évoluent dans cette trilogie? C'est ça, un trio, Jean l'homme, Féroze, et puis le narrateur qui reste anonyme et qui les accompagne partout et qui va raconter cette histoire 60 ans ou 50 ans après les faits, puisque l'histoire commence finalement au bord de la rivière Richelieu, où je vis maintenant, sur un kiosque où j'ai l'habitude d'écrire l'été, qui s'avance un peu sur l'eau. Je suis comme à quai, comme presque sur un bateau. Et ce dernier tome, notamment, se passe beaucoup sur une goélette. La plupart des épisodes prennent leur source à partir de ce navire qu'ils ont rafistolé sur l'île d'Orléans, sur lequel ils sont partis dans l'estuaire, qui ont traversé le Golfe, longé la côte atlantique jusqu'aux Caraïbes. Et donc, une bonne part de ce roman se passe dans les Caraïbes, mais toujours avec un lien assez explicite à Saint-Jean-sur-Richelieu, et en particulier à la rivière Richelieu, et à tout le bassin versant là, jusqu'au fleuve et jusqu'au Golfe. Un lecteur pourrait à la fois commencer par le dernier ou le premier ou le deuxième, n'y verrait pas nécessairement une énorme différence. Donc, il n'y a pas nécessairement une suite de l'histoire d'un tome 1, tome 2 ou tome 3. Donc, les personnages ont bien sûr un peu évolué, mais l'ensemble des trois romans est constitué de petits récits. Il n'y a pas d'intrigue globale qui rassemble tous ces petits récits. Il y a plutôt une myriade comme ça d'aventures qu'ils vivent, avec chaque fois un sens symbolique fort qui les transforme, qui les modifie.
Mais on peut effectivement commencer par la fin et remonter à l'enfance des personnages. On voit évidemment, et notamment dans celui-ci, l'influence, parce que là, on est sur une goélette, oui, une goélette rafistolée et tout ça, mais on est dans les cours d'eau, on est dans les déplacements, on est dans l'exploration. Même de ce que je comprends, l'histoire se termine au Nicaragua. Donc, il y a comme vraiment toute une histoire et une espèce de voyage, d'utilisation, évidemment, de la navigation pour se promener. En quoi, pour vous, c'est inspirant d'utiliser un peu ces images qui peuvent être fortes? Ce qui est étrange, c'est que le Québec a pris conscience de son identité à partir du moment où il s'est ouvert au monde. À partir du moment où on a commencé à franchir ses frontières, à voyager. Mes parents, moi, n'ont jamais quitté le Québec. Mes sœurs et frères, dès les années 60, sont partis sac au dos, soit au Mexique ou en Californie ou en France, en Italie. Donc, pour moi, cette idée du déplacement est essentielle pour comprendre les fondements de notre propre histoire, qui ne peuvent être vus que de l'extérieur, ni plus ni moins. Donc, j'ai moi-même beaucoup voyagé, et en particulier sur l'eau aussi, et je trouve que ces espèces d'idées d'un périple sur le fleuve, dans le Golfe, dans l'océan, et puis finalement dans la mer des Caraïbes, permet au hasard de se manifester, et à toutes les tempêtes, à la fois sur le plan réel, physique et symbolique aussi, de survenir comme ça de manière impromptue. Beaucoup plus que de voyager sur le territoire, sur le sol, hein, d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup d'imprévus sur la mer, et notamment dans cette mer des Caraïbes, qui fourmille d'archipels, d'îlots, de cailles, hein, de petits récifs, etc. Donc, ils font la découverte de toutes sortes d'îles un peu mystérieuses, notamment une petite île dans l'archipel des Miskitos. Les Miskitos, c'est une tribu indigène qui a été exterminée par les Espagnols. Et ils se retrouvent donc en pleine jungle, au milieu de cet îlot, et ils rencontrent des espèces de fantômes, de spectres des Indiens disparus, qui font un rituel comme ça dans une clairière au beau milieu de la jungle. Donc, il y a toutes sortes de choses possibles en bateau, comme ça, y compris même des naufrages, y compris des moments où ils sont encalminés dans les sargasses, là, où ils ne peuvent pas bouger. Alors, ce bateau devient une espèce de symbole d'un pays qui part à la dérive, mais qui se découvre à travers cette dérive-là. Et ils reviennent? Ils reviennent plus ou moins. Le narrateur revient, lui, pour raconter cette histoire, effectivement, mais les deux autres personnages, Jean Lhomme et Féroce, notamment, même s'ils sont déçus par l'expérience qu'ils ont vécue au Nicaragua, d'une révolution sandiniste là, qui finalement n'a pas donné les résultats qu'ils escomptaient. Les uns, comme ça, l'un part en Inde, l'autre dans les Andes. Ils vont rechercher peut-être autre chose sur le plan de la spiritualité, davantage que de la révolution politique. Donc, en s'initiant soit à l'hindouisme, soit aux traditions inca. Donc, ils repartent quand même si le livre n'en parle pas vraiment. C'est dans la conclusion où on annonce que leur dérive n'a pas pris fin, sauf qu'elle ne se fait plus collectivement. Toute cette petite bande de jeunes du même âge qui ont affrété cette goélette pour partir à l'aventure, elle va se faire de manière beaucoup plus solitaire, individuelle. Chacun part de son côté. Le narrateur pour écrire son livre et les autres pour se mettre en quête d'autres choses. On est beaucoup dans la symbolique, justement, de la quête. Oui. De la découverte, des aventures, des imprévus, du déplacement, du voyagement, on parle de spiritualité ou d'idéaux politiques. Donc, on est un peu comme à l'image de ces Québécois, comme vous l'avez dit tantôt, qui, dans les années 60-70, ont comme démarré leur vie, leur jeune vie d'adulte. En même temps, c'est pour un peu répondre au temps présent aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la fin de l'histoire. Hein, on a un ton très apocalyptique quand on envisage notre avenir, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan écologique aussi. Et pour moi, on aurait besoin peut-être d'un petit ressaut, un petit sursaut. Et le fait de puiser comme ça dans ces années, qui ont été des années d'utopie, d'espoir, de rêve, même s'ils ont été pour la plupart déçus, ça a donné un élan considérable, non seulement ici au Québec, mais on peut parler de ce qui s'est passé en Europe, en Californie, même au Mexique, hein, toutes ces mini-révolutions auxquelles on a assisté.
suscité, au niveau de l'imaginaire, en tout cas, toutes sortes de nouvelles idées qui ont encore, d'une certaine manière, un intérêt pour nous, et surtout un nouvel élan. Je trouve que notre époque manque d'élan, et je voudrais lui injecter un petit peu d'adrénaline en la branchant à ces années-là, où ça bougeait beaucoup sur le plan à la fois émotif, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Donc, quelque chose qui pourrait être greffé sur notre époque et qui vient de se passer pas si lointain. Souhaitez que les lecteurs, d'une part, oui, voyagent dans leur imaginaire, mais qu'ils en retiennent quelque chose à la fin. Voilà, c'est pas seulement un livre qui parlerait des années révolues, mais plutôt de révolutionner notre monde à partir des moments comme ça d'inspiration qui ont pu susciter tous ces comportements nouveaux qui sont apparus dans les années 60. Donc, une bonne lecture pour s'évader, mais aussi pour réfléchir. Pour réfléchir et peut-être pour se demander que faisons-nous aujourd'hui qui permettrait peut-être de faire bouger les choses comme ça avait bougé autour de cette révolution tranquille, qui n'était pas si tranquille que ça quand on y pense. Alors que là, actuellement, c'est assez tranquille. Oui, là, vraiment. Il n'y a pas de grand bouleversement. Pas vraiment. Dans notre société voilà, actuelle, c'est ça. Donc, je sais qu'on ne passait pas notre temps à écouter les propos, par exemple, du président des États-Unis, alors qu'aujourd'hui, si on regarde l'actualité, elle n'est tissée que de tweets de Donald Trump. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu mort dans notre imaginaire. Notre imaginaire est comme appauvri par la parole ambiante, la parole politique notamment, mais aussi la parole religieuse qui s'est figée. Donc, donner un petit peu plus d'animation à la vie de l'esprit, comme on dit, pour que nos sociétés soient davantage vivantes que survivantes. En terminant, avez-vous un prochain projet d'écriture sur la table ou en cours en ce moment? Oui, un roman que je termine qui s'appelle L'État sauvage. Vous voyez, c'est un peu dans le prolongement de cette idée-là, de revenir aux principes qui gouvernent les sociétés dites traditionnelles, les sociétés amérindiennes telles qu'on les a connues ici avant qu'on les mette dans les réserves. Et puis des sociétés comme celle des Mysticos, des Miskitos, pardon. Je les appelle les Mysticos aussi dans le livre parce qu'ils ont un côté mystique, bien sûr. Donc, d'essayer de retrouver un contact avec la nature et aux forces qui la gouvernent, qui ne sont pas seulement des forces de nature physique, mais aussi spirituelles, etc. Voilà, mythiques. Pierre Ouellette, merci beaucoup. Merci. Donc, on invite les gens à se procurer à vie. C'est chez Druide, et c'est aussi donc un peu le tome 3 de cette trilogie dont on parlait un peu plus tôt dans l'entrevue. Donc, au plaisir, évidemment, de pouvoir vous reparler prochainement. Merci. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des prochaines activités du club d'expression Toastmaster, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Le club d'expression Toastmaster entre évidemment dans sa programmation 2018, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec différents événements, des activités et les activités habituelles du club de ces fameuses rencontres dont on pourra vous expliquer. 3 invités pour en parler. D'abord, la présidente Josée Gagné. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Accompagnée de Émilie Saint-Hilaire, qui est vice-présidente Relations publiques. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Mireille Lortie, qui est secrétaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, pour les gens qui ne le sauraient peut-être pas, mais c'est toujours assez surprenant, parfois il faut faire un peu d'éducation populaire. Le club d'expression Toastmaster existe évidemment dans le monde depuis fort longtemps, ici localement depuis une quinzaine d'années. C'est un club d'expression, donc c'est des gens qui se rassemblent pour évidemment apprendre à s'exprimer en public, apprendre aussi les qualités de leadership. Vous êtes là quand même depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années maintenant, vous en êtes la présidente aujourd'hui. Et en quoi vous-même, vous avez vu un peu cette évolution pour vous-même ou pour les gens qui vous accompagnent également? Bien, premièrement, quand je suis rentrée au début, je suis arrivée là et puis j'étais un petit peu gênée. Et puis, je vois un président qui est là, qui est super à l'aise de parler devant tout le monde. Puis, jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'un jour, je vais être présidente. Je ne suis pas rentrée dans les Toastmasters pour penser qu'un jour, je vais être présidente. Ouais. Je ne pensais pas que je pourrais faire ça à un moment donné, parce que jamais dans ma vie, j'étais présidente de quoi que ce soit à l'école ou n'importe quoi. Et puis là, je suis rendue la présidente. Après toutes ces années-là, c'est comme, wow, c'est comme l'accomplissement d'un rêve inattendu, de choses que je ne m'attendais pas. Vous mettez souvent l'emphase sur, oui, l'expression, mais aussi le leadership. Oui, et ça, en quelque part, c'est un peu ça aussi, parce qu'on embarque dans une organisation en se disant, hey, jamais je vais devenir président de cette affaire-là. C'est ça. Puis là, vous vous ramassez une couple d'années plus tard, c'est vous qui êtes présidente, là. Exact. Et là, vous assumez votre leadership. Exact, c'est ça. C'est ça que j'aime, moi. Moi, je préfère ça. Moi, je préfère ça que de faire des discours. Moi, j'ai fait 10 discours depuis que je suis là. C'est pas ça que j'aime le plus. C'est pas l'art oratoire. Moi, c'est plus de développer mon leadership. Puis, à travers ça, c'est sûr que je m'exprime devant le groupe. Les entrevues télé, vous aimez choses. ça? Pas vraiment, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, ça fait 3 fois, là. Fait que, écoute, peut-être la prochaine fois, ça va être... Je vais adorer ça. Fait que c'est ça. Bon. Madame Saint-Hilaire, ça fait combien de temps que vous êtes chez Toastmaster? Ça fait 1 an et demi maintenant. Bon. Et dans quelles circonstances vous êtes atterri là? Moi, je cherchais un moyen pour développer mes capacités oratoires, tant en anglais qu'en français, en fait. Puis ça donne que le club qu'on a ici à Saint-Jean, on a la chance qu'il soit bilingue. Ouais. Donc, ça m'a donné vraiment l'occasion de pratiquer dans les 2 langues. Bon, et entre vos attentes que vous aviez, puis là, depuis 1 an et demi, vous avez maintenant les parties. Et quel est le recul que vous avez? Quel est votre degré d'appréciation là, des activités et des rencontres que vous avez? C'est toute la préparation, non seulement derrière les grosses activités qu'on organise, comme par exemple notre brunch bénéfice, mais aussi devant chaque rencontre qu'on fait hebdomadairement. Il y a chacun qui a des tâches à préparer, on a des discours à préparer, on a des activités à planifier également. Donc, c'est toute la planification du groupe en arrière de ces rencontres-là qui est intéressante. Et si on prend une photo ou une vidéo de vous il y a 1 an et demi et aujourd'hui, en quoi avez-vous évolué dans cette capacité de vous exprimer? Je pense que j'ai beaucoup développé ma qualité en fonction de m'exprimer d'une manière improvisée. Comme ici ce soir, des questions, répondre à brûle pour point. J'ai vraiment pratiqué ce côté-là, oui. OK. Et vous sentez vraiment que chez vous, ça vous a permis vraiment d'évoluer, de vous améliorer de ce côté-là? Oui, je me sens plus à l'aise, moins stressée vous aussi. Le voyez, là? Oui, tout à fait. Bon. Madame Lortie, ça fait combien de temps que vous êtes chez Toastmaster? 2 ans et demi maintenant. Bon. Et dans quelles circonstances êtes-vous arrivée chez Toastmaster? Ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur les chantiers de construction. Alors, c'est pas un milieu où on peut développer tellement ses qualités oratoire. À moins de parler fort. Encore là. Puis encore là, oui. Mais c'est plus c'est un ami qui habite à Québec. Lui, ça fait près de 12 ou 13 ans qu'il fait partie des Toastmasters. Puis il m'a dit, c'est peut-être quelque chose qui t'intéresserait. OK. Je suis allée voir sur Internet. Ça a piqué ma curiosité. J'ai pris contact avec Mme Solange Roy, qui est une des pionnières du Club Expression. Et puis, depuis ce temps-là. Et en fait, ça me fait découvrir des choses qui dormaient et que j'ignorais que j'avais comme possibilité. Comme quoi? Me retrouver un jour à la télé, n'importe qui me connaît, il aurait parié contre moi pour dire non, Mireille n'ira jamais à la télé. Et à développer le sens de la répartie avec l'improvisation, répondre aux questions au lieu de seulement figer. J'ai appris, en étant tellement timide, à apprendre à parler de soi. Parler d'autres choses, c'est très facile, mais parler un peu de soi, c'est quelque chose qui est très difficile des fois. Et en sentez-vous les effets dans votre vie personnelle ou professionnelle?
En quoi ça a changé? Vous êtes là quand même depuis un petit bout, mais vous, c'est un petit peu plus récent. Est-ce que vous sentez, je ne sais pas, est-ce que vous êtes encore dans le monde de la construction? Oui. Oui. Est-ce que vous sentez que vous êtes différente, plus à l'aise? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez appris chez Toastmaster que vous mettez en application dans votre travail? Quotidiennement. C'est au niveau, des fois, on a une idée en tête et ça se bouscule. Et ça nous apprend à mieux structurer nos idées pour mieux construire notre phrase pour que, en peu de temps, notre idée est comprise par l'autre. Et sur un chantier, je peux vous dire que c'est très efficace, pratique. Très Donc, pratique. Un sujet, une phrase, sujet, verbe, complément, ça fait le boulot. C'est correct. C'est l'essentiel. Bon, là, vous avez quelques événements à venir. Bon, d'abord, vous avez un brunch le 28 janvier prochain. Oui. Ça, c'est un brunch annuel qu'on fait pour ramasser des fonds parce que, bien sûr, nous, on est un organisme à but non lucratif. Et puis, on a besoin quand même des sous. On a une location de salle, il faut acheter du matériel, de l'équipement, des choses comme ça. Alors, on ramasse des sous de cette façon-là. On fait ça une fois par année. Et puis, tout le monde est invité. Tout le monde qui veut venir, il peut venir. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb, dans le secteur Iberville. Il y a beaucoup de Joannais qui connaissent cette salle-là. Et puis, ça coûte 12 par personne, 5 pour les enfants de 6 ans et plus, et c'est gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Vous pouvez venir entre 9h et 13h, n'importe quand. C'est sur une base informelle, on y va, et puis il y a un paquet d'affaires à manger. C'est super bon. C'est pas la première fois qu'on fait affaire avec eux autres, la salle des Chevaliers de Colomb. Et puis, en tout cas, tout le monde est invité. Donc, ça, c'est le dimanche 28 janvier au Chevalier de Colomb à Iberville pour le brunch bénéfice. Vous avez également une porte ouverte cette fois le 31 janvier, donc c'est un jeudi. Non, excuse, c'est un 30 d'abord. Donc mercredi le 30. C'est un mercredi. Donc mercredi le 30, parce que généralement, vos rencontres sont le mercedi, c'est ça? Oui, généralement. toujours Toujours dans le secteur Saint-Eugène, à la salle Bernard Perrault, 432, Jean-Cartier Sud. Bon, voilà. Donc mercredi le 30 janvier, porte ouverte. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est une rencontre hebdomadaire, donc c'est un peu l'agenda d'une rencontre hebdomadaire. Mais en fait, on invite beaucoup de gens. Donc, on invite des gens autour de nous, des amis, des gens qui nous ont signifié l'intérêt au cours des semaines précédentes. Puis, c'est une occasion pour eux de venir découvrir qu'est-ce que ça a l'air, une rencontre hebdomadaire. Donc, c'est un peu amusant, mais c'est un peu comme... On peut être voyeur, là. C'est-à-dire que c'est une rencontre habituelle. Exact. Mais là, les gens peuvent venir vous regarder. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez un public. Est-ce que ça augmente le stress un peu? Bien oui. Pas du tout. Non, pas vous? Même pas. C'est une fois que je suis dedans, vous les voyez je suis une personne de défi. Bon. Ma zone de confort est généralement, là. vous êtes... Parce que ça, c'est l'autre chose aussi, c'est que parfois, les gens sont gênés de s'exprimer en public, mais comme là, vous êtes tous des gens qui avaient évidemment ce désir-là. Est-ce qu'on se sent peut-être un peu moins timide parce qu'on est tous un peu... On a tous... oui. C'est sûr, on finit par se connaître. Ben, mais moi, j'aimerais ajouter un point, c'est que quand on a une porte ouverte, moi, je me sens pas plus stressée parce qu'il y a 2-3 invités, parce que moi, je me mets dans la peau des invités. Je pense plutôt que c'est peut-être eux qui sont un peu stressés de venir voir, d'affronter cette situation-là. C'est un peu de l'inconnu, comment ça va se passer, ils ne savent pas trop. Alors, on les accueille chaleureusement, on les fait sentir à l'aise, on leur donne une chaise, on les laisse pas pour contre. Parce que pour vous, ces journées portes ouvertes, ça sert aussi de recrutement. Donc, c'est-à-dire quelqu'un pour qui on pique aujourd'hui la curiosité, il va aller chez vous, puis il va pouvoir regarder comment ça se passe. Exact. Puis on espère le piquer assez pour qu'ils reviennent. Et ça se passe comment une rencontre Toastmaster? Qu'est-ce qui se passe un mercredi là, quand vous vous réunissez? Bien, il y a plusieurs grandes parties, je te dirais, à une rencontre. La première, évidemment, c'est les discours préparés. Donc, dépendamment de la semaine, il y a entre 1 et 3 personnes qui vont préparer vraiment un discours sur lequel ils vont travailler pendant plusieurs jours, plusieurs semaines avant. Donc, ils vont venir nous présenter le fruit de leur travail, qui est basé, évidemment, sur le programme d'éducation des Toastmasters. Ensuite de ça, il y a une partie aussi d'improvisation, où là, les personnes ont vraiment un sujet de discours très improvisé, entre 1 et 3 minutes à l'avant, soit seul ou en équipe, puis ils font une improvisation sur un sujet donné. Puis la dernière partie, c'est l'évaluation, c'est-à-dire que les diverses personnes qui ont des rôles d'évaluateurs dans la soirée vont se servir de ce moment-là pour donner une rétroaction aux personnes qui sont intervenues dans les précédentes phases de la rencontre. Et là, on identifie les points forts et les zones à développer. Exactement. Donc, jamais de commentaires négatifs. Non, seulement des pistes d'amélioration, des suggestions. C'est ça, parce que sinon, ça nous rentre dedans un peu. Exactement. Parce que c'est ça qui ébranle un peu la confiance. C'est ça. Bon. Oui, quand la critique est constructive, puis qu'on sait qu'on est accueilli, et puis que les gens nous applaudissent, puis qu'on se sent écouté aussi, c'est très facile d'évoluer aussi. Le niveau de confiance
augmente beaucoup et c'est ce qui nous donne une chance à chaque fois de dire « Ah, je vais essayer de quoi? » puis aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Puis c'est à ce moment-là qu'on découvre en soi des qualités et du potentiel qu'on ignorait totalement que ça pouvait être là. Parce qu'on parle d'expression ou de leadership, mais fondamentalement, c'est toute une histoire de confiance en soi. Absolument. C'est ça qui fait la différence. Absolument. Et ça se développe. Exactement. Et plus on est confiant, plus on est performant et plus on est à l'aise. Là. Exactement. Bon. Comment vous voyez votre prochaine année? Parce que vous êtes probablement l'une des plus... Êtes-vous dans les plus jeunes membres du club? On en a recruté plusieurs nouveaux D'autres? cette année. Ouais. Avec fierté, on est très heureux de les accueillir, mais oui, c'est sûr que je ne suis pas une des plus vieilles non plus. Alors, donc, on répète, brunch dimanche le 28 janvier au Chevalier de Colomb à Iberville. Et ensuite, quelques jours plus tard, le mercredi 30 janvier, porte ouverte à la salle Bernard Perrault des Optimistes dans le secteur Saint-Eugène sur la rue Jacques-Cartier-Sud. Et vous avez aussi, pour les gens qui sont abonnés, vous savez, sont abonnés à Costco. Vous savez, il y a toujours un petit magazine, là, le magazine Contact Costco qu'on reçoit, que vous avez ici en main. Il y a un article, cette fois-ci, sur les Toastmasters. Exactement. C'est des gens qui viennent d'une autre province. C'est pas de notre club à nous, mais ça fait rien. C'est exactement ce que nous, on fait. Si ça vous tente de lire ça, un bel article sur les Toastmasters dans la revue de Costco. On était très fiers, nous, hein, quand on a vu ça. Tout le monde était bien content. Bien, ça permet de faire de l'éducation puis de faire connaître les Toastmasters qui existent à travers le monde depuis de nombreuses années, mais notamment ici depuis une quinzaine d'années. Oui. Bien, à vous trois, merci beaucoup et bonne chance pour la saison 2018. Bien, merci beaucoup, Merci Rick. beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mercredi, le 31 janvier, c'est gratuit. C'est une conférence présentée à la polyvalente Marcel Landry sur l'anxiété de performance, surtout chez les enfants et les adolescents. Donc, si vous êtes parent et que ça vous intéresse, bien, allez-y, évidemment. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Et puis, il y a toujours une trentaine de détaillants là, pour acheter des livrets sur le territoire desservi par la télé du Richelieu. À demain. Bye-bye.